Bonjour et bienvenue à cette sixième et dernière capsule de notre module de trigonométrie. Dans cette capsule-là, nous allons résoudre trois exemples que voici. Et pour ce faire, par contre, je vais simplement vous faire quelques petits rappels avant de démarrer. Premier rappel, nous avions vu ça dans le deuxième module, dans la deuxième capsule. Je vous avais présenté cette méthode générale pour résoudre les équations. Eh bien, sachez qu'elle s'applique parfaitement ici et nous allons l'utiliser. Mais en particulier, puisque nous travaillons avec des sinus et des cosinus, sachez que nous n'aurons pas à travailler avec des contraintes. Par contre, s'il y avait une tangente, ce que nous n'aurons pas, il y en aurait des contraintes. Donc voilà, et nous allons aussi faire des esquisses pour essayer de montrer ce que nous faisons. Deuxième rappel, nous avons déjà vu cette identité cosinus de moins a égale cosinus de a. En d'autres termes, mettre un moins ou non dans un cosinus ne change absolument rien. Voici un exemple, cosinus de 3 et cosinus de moins 3. J'ai fait le calcul pour vous ici. Cosinus de 3 et de moins 3, ben, ça donne exactement la même valeur. D'accord? Même chose pour le sinus. Sinus de a est égal à sinus de pi moins a. Qu'est-ce que ça veut dire ça si je vous montre très brièvement de quoi ça a l'air? Si je trace mon cercle trigonométrique et que je prends un angle quelconque θ, eh bien, il est où l'angle pi moins θ? Eh bien, l'angle pi moins θ, c'est l'angle qui consiste à faire ceci, à prendre θ, mais à partir de l'axe négatif ici. Alors, tout ça, c'est pi moins θ. Et on remarque que le sinus de cet angle est égal au sinus de celui-ci. Voici un exemple. Si je fais sinus à nouveau de 3 et sinus de pi moins 3, eh bien voilà, ça me donne exactement la même chose. Et tout dernier rappel, cosinus de x est égal à quelque chose, disons 0,9 ou n'importe quoi. Comment est-ce qu'on trouve le x? Eh bien, on utilise la fonction inverse de cosinus, donc cosinus moins 1 de ce quelque chose égale à x. D'accord? Donc, ayant ceci en tête maintenant, allons tout de suite faire notre... en fait, vous savez quoi? Je vais changer d'avis, je vais tout de suite aller au deuxième exemple parce que c'est le plus simple. Euh, donc, deuxième exemple. Je cherche à résoudre cette équation-là. Très bien. Vous allez voir en fait que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, car nous n'avons même pas besoin de passer par toutes les étapes. La première étape suffit, graphique. Si je fais une petite esquisse, et j'ai même pas besoin de faire une esquisse complète, je me rends compte d'une chose, c'est que si je prends ça comme étant une fonction, quel est le maximum de cette fonction-là? Le maximum, en fait, on se rappelle que c'est k plus l'amplitude, n'est-ce pas? Donc, valeur de k, c'est moins racine de 3, qui est égal à moins 1, quelque chose, peu importe, plus l'amplitude qui est 2. Mais ça, je ne sais pas c'est quoi la valeur exacte de ça, ok? Mais peu importe quelle valeur ça donne, c'est certainement plus petit que 3. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que ma fonction cosinus a fait quelque chose comme ça, là, peu importe, et 3 se trouve ici. Et donc, je peux le voir directement graphiquement, la fonction n'atteint jamais y égale 3. Donc même sans avoir fait aucun calcul, juste en analysant la situation et en faisant un petit graphique, j'obtiens tout simplement que ma solution est l'ensemble vide. Voilà. À nouveau, comme pour d'autres exemples, certains d'entre vous n'aimeront pas cette méthode graphique et voudront absolument faire ça algébriquement. D'accord, faisons-le. Faisons-le. Euh, Algébriquement. Vous allez voir que ce n'est pas bien plus compliqué aussi. Euh, pour ce faire, il suffit d'isoler notre cosinus. C'est toujours ça, hein, isoler le noyau de la fonction. Alors faisons-le. Si j'additionne k racine de 3 de l'autre côté, ça me donne 3 plus racine de 3. Et ensuite, je divise par 2. Divise par 2. Ça me donne 3 plus racine de 3 divisé par 2 égale cosinus de tout le reste que j'ai ici. Donc cosinus de pi x plus 3. Voilà, alors je rappelle ce que j'ai fait ici, j'ai suivi l'étape que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises, c'est-à-dire isoler le noyau de la fonction, dans ce cas un cosinus. Je m'apprête à décortiquer le noyau, sauf que j'arrête un instant et j'analyse la situation. Ça, 3 plus racine de 3 sur 2, ça me donne combien? Allons le calculer. 3 plus racine carrée de 3, et ceci, pardon, bon, 4,7, peu importe, divisé par 2,
eh bien, ça me donne combien? Oh, 4.7, pardon, je vais, je vais juste faire copier-coller. Voilà, ça, divisé par 2, ben, ça me donne 2,3 à peu près. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est une valeur plus grande que 1. Est-ce que c'est possible d'avoir la valeur d'un sinus ou d'un cosinus qui est plus grande que 1? Pour ce faire, je vous ramène ici à la fonction de base, cosinus, pour la fonction de base ici. Rappelez-vous que le sinus et le cosinus ne montent jamais plus haut que 1 et ne sont jamais plus bas que moins 1. Et ceci veut donc dire que, à nouveau, il n'y a aucune solution possible. Voilà pour cet exemple-là. Bon, revenons au premier exemple maintenant. Celui-ci, je vous dis tout de suite, il y en aura une solution. On donne, je n'ai même pas écrit la question, mais la question, en fait, c'est de trouver les zéros. Donc, allons-y. Donc, on cherche à résoudre quoi, finalement? Quand on cherche des zéros, on cherche toujours à déterminer les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Donc, on cherche à résoudre 0 égale 2 cosinus de pi x plus 3 moins racine de 3. Comme pour n'importe quelle autre équation, la première étape consiste à isoler mon cosinus. Et ça se fait en une seule étape très simple. La voici, j'ai tout simplement additionné racine de 3 et divisé par 2. C'est ce que ça me donne. Avant d'aller plus loin, je remarque que racine de 3 sur 2 est bel et bien inférieure à 1, ce qui fonctionne. Je peux donc continuer, d'accord? Sinon, il aurait été inutile de continuer comme dans l'autre exemple. Bon, maintenant, c'est là que ça se complique un tout petit peu. Je me fais un petit cercle, je vais en avoir besoin. Je cherche les valeurs d'angle pour lesquelles le cosinus est racine de 3 sur 2. Où est ce racine de 3 sur 2? Eh bien, en fait, on se rend compte, à nouveau, que j'espère que vous connaissez votre cercle. Ils sont ici. J'ai un angle ici et un angle là. C'est l'angle qui est de pi sur 6 et de moins pi sur 6. C'est ce que je vous avais expliqué tantôt. Si on a un angle dont le cosinus donne quelque chose, mais moins cet angle-là, donne la même chose. Donc, voilà ce que je vais écrire. Donc voilà, on a donc tout ce qui est à l'intérieur du cosinus doit absolument être, donc ça c'est considéré comme étant l'angle, cet angle-là doit absolument être de soit pi sur 6 ou bien moins pi sur 6, mais attention, parce que ce n'est pas le seul angle possible, et c'est là la grande difficulté des fonctions trigonométriques, c'est que, regardez si je vous montre le graphique de la fonction, est-ce que j'ai juste un ou deux zéros? Mais non, j'ai une infinité de zéros. Un zéro ici, un là, un autre là, un autre là, un autre là, un autre là. Comment représenter ceci graphiquement? Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est à comprendre que je suis à pi sur 6, et pour avoir un nouveau pi sur 6, il suffit d'additionner 2pi. D'additionner 2pi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc d'additionner 2pi fois un certain nombre n entier. Même chose ici, moins 6 plus 2npi, ça veut dire moins 6 plus un certain nombre n de périodes, où n est un entier donc, positif ou négatif. Ça revient à dire donc que pi fois x plus 3 est égal à pi sur 6 plus un nombre entier, un multiple entier de 2pi. Ce n-là va demeurer dans notre solution, et ce faisant maintenant, je peux maintenant isoler mon x parce que j'ai fait disparaître mon cosinus, donc je divise par pi partout. En divisant par pi, ça me donne tous les pi s'annulent, ça me donne ici 1 sixième plus 2n. En soustrayant 3, ça me donne moins 17 sixièmes. Pourquoi? Car 3 c'est 18 sixièmes. Et je refais la même chose ici. Donc, divisé par pi, j'enlève les pi partout parce que c'est un multiple. On a partout des multiples ou des fractions de pi. Et isoler le x, c'est ce que ça me donne. Alors, j'ai donc mes solutions et j'ai donc mes zéros. Donc, je sais que f de x est égal à 0 pour tout x élément de cet ensemble-là. Donc, moins 17 sixième plus 2n ou moins 19 sixième plus 2n, mais tout en se rappelant que n, je vais l'écrire ici, est un nombre entier. Donc en particulier, alors là j'arrêterai là si on me demandait tous les zéros possibles.
Mais si on me demandait quelques zéros en particulier, eh bien, il faudrait que j'aille remplacer n par certaines valeurs pour trouver. Alors, par exemple, pour n égale 1, eh bien, n égale 1, c'est 2, donc 12 sixièmes. Ça me donne, les zéros sont moins 29 sixièmes et moins 31 sixièmes. Moins 29 sixièmes et moins 31 sixièmes, qui sont, si on, juste pour vous donner une petite idée approximative, à peu près moins 4,83 et moins 5,17. Voilà. Et je peux aller remplacer n par 6 ou par 7 ou par peu importe et avoir différents zéros. Alors ces deux zéros-là que je viens de trouver, moins 29 sixièmes et moins 31 sixièmes, donc moins 4 virgules et moins 5 virgules, eh bien ce sont eux. Ce sont ces deux zéros-là ici. Hein, et je peux aller trouver une infinité d'autres zéros si je le désirais. Donc cette infinité-là, il faut en tenir compte, hein, car on a une périodicité et cette périodicité, eh bien, elle vient jouer et il faut en tenir compte algébriquement. Voilà, je termine avec un dernier exemple. Le premier exemple, les deux premiers exemples, c'était des exemples de cosinus. Maintenant, je finis avec un exemple de sinus. Donc, allons-y. Même chose, ici, est-ce que j'ai des zéros? Bon, mais déjà, je peux trouver que le minimum ici, c'est le cas. Donc, moins 2, moins 3, mon minimum, moins 2, moins 3, c'est moins 5, et mon maximum, c'est moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. Alors nécessairement, j'ai des zéros. Je peux directement partir. Ça, c'est l'équivalent d'avoir fait une esquisse, finalement, ce que je viens de faire. Alors, je commence par isoler mon sinus. Je fais ça en une petite étape. Voilà, une simple étape. Donc, j'ai additionné 2 divisé par moins 3. Voilà ce que ça donne. On remarque que moins 2 tiers est bel et bien entre moins 1 et 1, ce qui fonctionne, car j'ai déjà vérifié, il y a des zéros. S'il n'y avait pas de zéro, ici, j'aurais eu quelque chose qui est plus petit que moins 1. À ce stade, on remarque que 2 tiers n'est pas euh, une valeur exacte, remarquable de sinus. Donc, je n'aurai pas d'angle remarquable comme j'ai eu ici, pi sur 6. Je vais avoir un angle que je vais devoir calculer à la calculatrice. Donc, mais ça ne change rien au fait que je dois aller utiliser la fonction inverse du sinus. Sinus moins 1, donc de moins 2 tiers, est égal à pi fois x moins 2. Et c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'aller pitonner, comme on dit. Ce qu'il faut faire, c'est, attention, il faut faire attention, donc je vais rentrer ça dans la calculatrice. Voilà, j'ai donc sin moins 1 de moins 2 tiers, que voici, moins 0,7297. Gardons-le à 4 chiffres, donc moins 0, oh, j'ai encore oublié la valeur, donc on a dit 7297, 7297 doit être égal à pi fois x moins 2. Mais attention, attention, attention. Tantôt, j'ai dit que si on a un angle qui a un certain sinus, ben, pi moins cet angle-là doit avoir exactement le même sinus. Et c'est ce que je vais utiliser ici comme, propriété. Voici donc, nous nous retrouvons avec pi fois x moins 2 est égal à cette valeur qu'on a calculée, et pi fois x moins 2 est égal à pi moins cette valeur. Mais ce n'est pas fini, parce que en plus, ce n'est pas la seule valeur possible. Cette valeur d'angle, rappelons que ça c'est un angle, peut être additionnée de 2npi parce que nous pouvons faire un tour complet sur le cercle pour revenir sur la même valeur. Pas facile à saisir, pas facile. Prenez un moment, mettez en pause la vidéo pour bien comprendre ce détail-là. Mais à partir d'ici, bien, ça devient plutôt simple. Je vais tout simplement diviser par pi et je vais obtenir ce que je veux. Donc, je vais directement passer à la réponse. Donc voilà, la vidéo avance et donc j'ai sauté un tout petit peu à la dernière étape directement tout simplement en divisant par pi et en additionnant 2 à gauche, et même chose ici pour celle-là, en divisant par pi et en additionnant 2. Je travaille avec des nombres décimaux, bien sûr, et voilà ce que nous obtenons. Donc, ma solution, c'est la suite de nombres inscrits comme étant 1,7677 plus 2n et 3,2322 plus 2n, où n est un nombre entier.
Et donc, graphiquement, je vous le montre très brièvement, pour n égale 0, par exemple, on a 1,7 et 3,2, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on vient de trouver, eh bien, c'est ce point-ci, ce 0-ci, et ce 0-là, 1,7 et 3,2. Et en prenant des valeurs de n différentes, eh bien, nous obtenons d'autres zéros à nouveau. Il y en a une infinité. Voilà ce qui clôt notre grand module de la trigonométrie. À bientôt.